Une conférence de réconciliation entre les différentes parties libyennes est prévue pour se tenir au mois de juillet prochain à Addis Abeba. Le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a fait cette annonce samedi à Tunis, a estimé que cette rencontre constitue une opportunité pour les Libyens. Le sommet de l'Union africaine de février dernier a également décidé de la tenue d'une conférence de réconciliation nationale pour les différentes parties libyennes. Nous sommes en train de travailler de concert avec tous les partenaires pour pouvoir tenir ce sommet. Nous l'espérons au mois de juillet. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion sur la Libye qui a rassemblé le secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul Gheit, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Elle était organisée à l'initiative de la Ligue arabe en marge des travaux de la 30e session du sommet arabe tenu à Tunis. Une autre conférence nationale sera également organisée du 14 au 16 avril prochain à Ghadamès, dans le centre de la Libye, pour ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielles dans ce pays déchiré par les conflits. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU et basé à Tripoli, et une autorité rivale installée dans l'est du pays est contrôlée par l'armée nationale autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Un accord interlibyen sur une constitution et la tenue d'élections est nécessaire pour parvenir à une stabilité des institutions et un retour de la sécurité dans le pays. Les dirigeants arabes réunis lors du 30e sommet arabe ont rejeté et dénoncé dans une déclaration finale la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, conquis à la Syrie en 1967, puis annexé en 1981. Lundi, le président américain Donald Trump a signé un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur ce territoire, une reconnaissance invalide et illégitime selon une déclaration séparée des dirigeants arabes consacrés à la question. Lors d'une conférence de presse à la fin du dit sommet, le secrétaire général de la Ligue, Aboul Gheit, a indiqué que cette décision des États-Unis n'a absolument aucune valeur. Le sommet de Tunis a certes permis de rassembler le roi Salman d'Arabie Saoudite et l'émir du Qatar, mais ce dernier a prématurément quitté les travaux l'après-midi après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture sans aucun motif officiel. Le Qatar est au cœur d'un conflit diplomatique depuis juin 2017 qui l'oppose à plusieurs autres pays arabes, dont l'Arabie Saoudite. Des manifestants ont par ailleurs fait entendre leur voix dans les rues de la capitale tunisienne contre plusieurs dirigeants présents et les politiques qu'ils mettent en œuvre. Parallèlement au discours des chefs d'État, quelques dizaines de militants de plusieurs pays arabes se sont réunis dans les locaux du syndicat national des journalistes tunisiens pour défendre droits et libertés, tandis qu'une centaine d'autres ont manifesté à Tunis contre le sommet. Jair Bolsonaro est en visite en Israël. Une visite d'État de 3 jours au cours de laquelle le président brésilien s'entretiendra avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu'il a accueilli à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Au menu des échanges entre les deux hommes, l'installation d'une mission économique dans la ville sainte. D'aucuns, par contre, pensent qu'il pourrait également s'entretenir sur un possible transfert de l'ambassade du Brésil à Jérusalem. En effet, le président brésilien avait déclenché une vive polémique en annonçant au lendemain de son élection fin octobre son intention de transférer l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Le président brésilien a toutefois tempéré ses ardeurs, laissant entendre jeudi qu'il n'annoncerait pas sa décision au sujet d'un transfert de l'ambassade du Brésil vers Jérusalem lors de cette visite. Objet de tension perpétuelle, le statut de Jérusalem est une question épineuse au cœur du conflit israélo-palestinien. Israël considère toute la ville comme sa capitale alors que les Palestiniens, eux, veulent faire de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël, la capitale de l'État auquel ils aspirent. La majeure partie de la communauté internationale veut que le statut final de Jérusalem soit négocié par Palestiniens et Israéliens et que les ambassades ne s'y installent pas tant qu'un accord n'aura pas été trouvé.
Confronté à plus d'1 million de contestations massives et inédites, Bouteflika, le dirigeant algérien qui sera resté le plus longtemps au pouvoir, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions d'ici la fin de son mandat le 28 avril. Semaine après semaine, le président de 82 ans a tenté de s'accrocher au pouvoir, multipliant les propositions assimilées par la rue à des manœuvres, sans jamais réussir à calmer la contestation. Non-événement, poisson d'avril, la démission annoncée de celui dont des millions d'Algériens ont réclamé le départ depuis plus d'1 mois a suscité plus de haussements d'épaules que de joie. De toute façon, ouais, il partira. Le 28 avril, ça sera le dernier jour de son mandat. Franchement, je ne sais pas quoi attendre. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, tellement il y a trop d'informations qui arrivent. Amdelou, chef du gouvernement, il a ramené des ministres. On cherche la vérité. Il a déjà trop tardé. Ça fait longtemps qu'il aurait dû démissionner. Depuis 2014, il n'aurait même pas dû penser à se porter candidat. Je me demande qui est ce médecin qui a signé son certificat pour valider son dossier de candidature. Il est malade. Après, il parle de démissionner ou de rester encore 1 an. Tout le monde doit partir. Personne ne doit rester. Et ce sera au peuple de choisir après. Les importantes mesures que le chef de l'État a indiqué lundi devoir prendre pour assurer la continuité de l'État durant la période de transition avant de remettre formellement sa démission suscitent toutes sortes de spéculations. Certains y voient la volonté de placer ces hommes pour garder la main durant l'intérim. Dans le même temps, les enquêtes annoncées contre d'influents hommes d'affaires liés au proche entourage du chef de l'État laissent craindre une possible guerre des clans au sommet de l'État. Les résultats définitifs approuvés par la Cour ont crédité Azali Assoumani au pouvoir depuis 2016 de 59,09% des suffrages, loin devant le candidat du parti Doua, l'avocat Mahamoudou Ahamada, 15,112%, et Mouini Baraka Saïd Swalihi, 5,53%. Ayant obtenu la majorité absolue, Azali Assoumani est proclamé président de la République, a déclaré le président de la Cour suprême, Armania Ahmed. L'opposition n'a déposé aucun recours devant la Cour suprême qu'elle juge inféodée au régime et exige la tenue d'un nouveau scrutin dans les plus brefs délais. Les 12 rivaux du chef de l'État sortant au premier tour refusent de reconnaître sa victoire, hurlant au hold-up électoral. Les ONG de la société civile comorienne et de nombreux observateurs étrangers, notamment ceux de l'Union africaine, ont largement confirmé ces irrégularités. Arrivé 4e du scrutin, le colonel Swahili Mohamed a été arrêté jeudi dernier après avoir annoncé avoir pris la tête d'un comité national de transition destiné à régler la crise post-électorale et assurer une transition pacifique. L'ancien chef d'état-major de l'armée est accusé d'avoir voulu mettre en place un gouvernement parallèle selon une source gouvernementale. Depuis des mois, l'opposition dénonce la dictature d'Azali Assoumani. Il a notamment dissous la Cour constitutionnelle remplacée par la Cour suprême, modifié la Constitution dans un sens qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2029 et ordonné l'arrestation de dizaines d'opposants. Le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, c'est-à-dire de sa propre initiative. Il constate alors, à la majorité de ses membres, la vacance définitive de la présidence. Il communique immédiatement l'acte de vacance définitive au Parlement, dont les 2 chambres, l'Assemblée populaire nationale, chambre basse, et le Conseil de la nation, se réunissent de plein droit. La Constitution ne précise pas si un vote doit avoir lieu. Et c'est le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, qui est chargé par la Constitution d'assumer l'intérim pendant 3 mois.
Cible depuis le 22 février d'une contestation inédite, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, dont 20 ans à la tête de l'Algérie, a remis mardi soir sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, en présence de Ben Salah. Les manifestants qui réclament en masse depuis plus d'un mois le départ de Bouteflika, mais aussi celui de son entourage et du système au pouvoir, ont déjà fait savoir ces dernières semaines leur rejet par avance du processus d'intérim constitutionnel qui maintient en place les hommes clés du système. Tu dégages avec tout le pouvoir, Gaël Salah. On est tous unis ici pour te dire, toi et ta clique de dégagez tous. Donc, alhamdoulilah, donc il est parti. C'est bien, c'est un acquis. C'est comme un prévisionnel de chantier. C'est quoi les points à débattre et à revendiquer? C'est le départ du président. Après le départ du président, on a d'autres revendications. C'est de mettre en place un gouvernement qui sera là pour le peuple, qui sera là pour l'intérêt du peuple et du pays et de la nation. Autant Belaïz que Ben Salah sont des purs produits du pouvoir et des fidèles de longue date du président démissionnaire. Je suis vivement préoccupé par le mouvement de troupes en Libye et le risque de confrontation, a écrit Antonio Guterres sur son compte Twitter au deuxième jour de sa visite dans le pays. J'appelle au calme et à la retenue alors que je me prépare à rencontrer les dirigeants libyens, a-t-il ajouté. Le patron des Nations Unies a réaffirmé qu'il n'existait pas de solution militaire en Libye en proie au chaos depuis des années. Seul le dialogue interlibyen peut résoudre les problèmes libyens. L'armée nationale libyenne ANL du maréchal Khalifa Haftar a annoncé mercredi soir qu'elle préparait une offensive pour purger l'ouest de la Libye, dont la capitale Tripoli, des terroristes et des mercenaires. L'annonce a été accompagnée de mouvements de troupes confirmés des sources militaires. Une colonne de véhicules armés est arrivée jeudi à l'aube au sud de la ville de Gariane, à 120 km au sud-ouest de Tripoli, où l'ANL avait toutefois déjà obtenu le ralliement d'un important groupe armé. Cette avancée risque d'embraser l'ouest libyen où les villes et les groupes armés sont divisés entre ceux qui appuient l'ANL et d'autres qui lui sont hostiles. À Tripoli, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a dénoncé via un communiqué une escalade et des déclarations provocatrices. Sarraj a indiqué par ailleurs avoir ordonné aux forces pro-GNA de se tenir prêtes pour faire face à toute menace. Il a rappelé que l'escalade annoncée par l'ANL intervient à quelques jours de la tenue d'une conférence nationale sous l'égide de l'ONU appelée à dresser une feuille de route visant à sortir le pays du chaos. L'Union européenne a rejeté la décision prise mardi dernier par l'Assemblée constituante de lever l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale vénézuélienne Juan Guaidó, permettant la poursuite d'une procédure judiciaire contre lui. Cette décision constitue une violation grave de la Constitution vénézuélienne ainsi que de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale étant le seul organe habilité à lever l'immunité des membres du Parlement, a déclaré au nom des 28 la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini dans un communiqué. Elle ajoute que ces actes sapent une issue politique à la crise et ne font qu'accroître la polarisation et l'escalade des tensions dans le pays. La levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Juan Guaidó, qui s'est déclaré président par intérim le 23 janvier dernier, à la surprise générale avait été adressée par la Cour suprême à la constituante ce lundi. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. Le président socialiste Nicolás Maduro, qui dénonce une tentative de coup d'État orchestrée par l'opposition avec le soutien de Washington, est soutenu par la Russie et la Chine. Le Venezuela souhaite d'ailleurs renforcer sa coopération militaire avec la Russie et attend de nouvelles arrivées de soldats dans le pays.